Bonjour à tous. Il fut une époque où rester scotché des heures et des heures devant la télévision était la pire chose que nous pouvions faire pour nous instruire. Combien de fois n'ai-je pas entendu « Reste pas devant la télé, arrête d'écouter ces bêtises, va t'occuper, prends un livre ». Et il est vrai que l'orthographe, la syntaxe ou la grammaire ne s'apprennent pas en regardant la petite lucarne. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne regardent plus la télévision. Quand je dis la télévision, je parle de l'offre. Parce que pour ce qui est de l'écran, autant dire que si nous nous abrutissions en restant une heure ou deux devant, que doit-on penser de cette génération qui passe toute la journée les yeux rivés sur leur écran de leur smartphone ou autre tablette? Sauf qu'ils sont beaucoup moins passifs que nous l'étions. Leur écran leur permet de recevoir des messages et d'y répondre, donc de lire et d'écrire. Parfait, que demander de plus? On pourrait se dire, voilà, la solution, joindre l'utile à l'agréable. Mais la question que je me pose est simple. Lire Victor Hugo ou lire un message en phonétique avec des emojis et autres acronymes anglophones comme LOL, est-ce le même exercice? Est-ce bénéfique pour notre apprentissage de la lecture? Pour ce qui est de l'orthographe, en revanche, écrire en phonétique ou avec une syntaxe minimaliste, quoique, pourquoi ne pas y voir une évolution de notre langue? Le français est une langue vivante, donc qui vit, grandit et évolue, mais à la vitesse des livres, pas à la vitesse des réseaux sociaux. Alors, comment faire? C'est ce que je vais demander à mon invité maintenant. Véronique Viel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Institut catholique de Paris. Votre spécialité, c'est le XVIIe et XVIIIe siècle. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage à ce sujet, Usage du monde et liberté à l'âge classique, aux éditions Honoré Champion, un ouvrage parmi plein d'autres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si vous le voulez bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question toute simple. Les Français sont-ils si nuls que ça dans la pratique de leur langue? Non. Ah, non, je crois que c'est un peu rapide comme évaluation et même comme question. Le problème de la langue est mondial, ne concerne pas uniquement les Français. Et ça n'est pas une question de nullité, mais une question de savoir ce que signifie, par exemple, parler, lire et écrire. Et on ne peut pas. Alors, on va parler du constat scolaire qui n'est qu'un aspect du problème, mais on ne peut pas dissocier ces questions-là, je dirais, d'une forme de société plus générale qui procure des éclairages à la question du statut problématique de l'écrit et de la parole aujourd'hui. Oui, j'entends tout à fait ce que vous dites. Et si j'ai posé cette question un petit peu caricaturale et un peu provocatrice, c'est qu'en préparant l'émission, vous connaissez le classement PISA, il y a un autre classement qui est le PIRLS, alors je ne sais pas si on dit PIRLS, qui est le Programme international de recherche en lecture scolaire, qui met la France, et notamment les élèves en primaire, vraiment loin des premières places, avec un problème d'acquisition de la lecture, un problème de l'orthographe. D'ailleurs, quand on parle d'orthographe, il y a orthographe, mais il faut dissocier l'orthographe de la grammaire aussi, qui est encore un autre problème. Vous êtes d'accord avec moi? Les dissocier, non. Peut-être les distinguer, mais vous savez que dans l'orthographe, il y a l'orthographe lexicale, par exemple, savoir s'il faut mettre deux T ou pas, et l'orthographe grammaticale qui concerne les accords, par exemple, ou les conjugaisons. Donc, l'orthographe est un aspect de la grammaire française. Eh bien, justement, ça tombe bien. On a demandé à des collégiennes de 3e, on leur a demandé quelle était l'importance de l'orthographe pour elles. Je vous propose d'écouter leur réponse. Donc je pense que l'orthographe est important, ne serait-ce que pour montrer ton sérieux et ton implication dans ce que tu écris, bien que la forme et le sujet sur lequel tu écris soient quand même plus importants. Mais si, par exemple, pour nous, si on envoie une lettre de motivation avec 15 fautes à chaque phrase, c'est vrai que l'employeur va pas nous prendre au sérieux et c'est dommage parce que on a peut-être un bon dossier et on aurait pu être pris si on avait fait plus attention. Donc oui, c'est important pour moi. Ce qui me surprend dans la réponse de Mathilde, c'est qu'elle associe le fait de ne pas faire de faute à un sérieux, une application, ça on peut bien le comprendre. Mais elle ne met pas ça en perspective avec sa scolarité, c'est-à-dire avec potentiellement des examens ou un diplôme à obtenir. Elle le transfère, enfin, elle le transpose directement dans le monde professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société, selon vous?
Ça signifie qu'à beaucoup d'égards, on a transformé l'école en vestiaire du monde professionnel, ou en antichambre, si vous préférez une autre métaphore, et que ce qu'ils ont bien compris, sans pour autant être en mesure d'affronter la difficulté, c'est le caractère discriminant de la compétence linguistique, qui est une vieille histoire. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont pris entre une certaine doxa, et pas seulement une doxa pédagogique, qui leur enjoint, si vous voulez, finalement de faire fi d'une certaine rigueur dans l'expression, hein, parce que ça vient de loin, si vous voulez, on pourra parler des antécédents de tout ça, parce que la situation actuelle, comme dirait l'autre, le mal vient de plus loin. Ce que je voulais dire aussi à propos de cette remarque d'adolescente, c'est que, en effet, comment dirais-je, la perspective purement instrumentale et utilitariste de la performance linguistique est parfaitement intégrée par eux, et qu'ils ne perçoivent plus que la dimension langagière est autre chose, et bien autre chose qu'une voie d'insertion professionnelle. Mais alors, je ne leur impute pas la responsabilité de cette conception, puisque, je veux dire, depuis qu'ils sont à l'école, ils ont été gorgés de cela, et vous êtes bien placé pour savoir, je pense, que des élèves, dès qu'ils rentrent en sixième, hein, sont pressés d'exprimer déjà quel est leur vœu de voie professionnelle. Donc, d'emblée, le parcours scolaire et après étudiant à plus forte raison est immédiatement arrimé à la question du métier, de la profession et de la dignité sociale, parce que tout ça va ensemble. Est-ce que c'est l'école qui ne se transforme pas assez vite? Est-ce que ce sont les élèves qui, de par leur diversité, avec ses ouvertures, avec ses cultures différentes, beaucoup d'élèves ne parlent pas forcément la langue du pays dans lequel ils étudient à la maison, ça c'est la mondialisation. Est-ce que, selon vous, si on prenait plus de temps pour enseigner à ces élèves-là qui ont un retard parce qu'ils ne sont pas de la nationalité de la langue dont on parle, est-ce que ça ferait gagner du temps? Est-ce que ça permettrait de pouvoir travailler plus en profondeur les détails, les spécificités de la langue, selon vous? Oui, bien sûr, mais le fait que ces nouveaux arrivants soient d'abord étrangers à la langue française n'est pas un obstacle. Les enfants se font très vite, adoptent très vite le bain linguistique dans lequel ils sont, à condition évidemment de déployer un véritable enseignement de la langue. Et c'est ça aussi qui pêche, et qui fait que on a beau être natif, pour ne parler que de la France, être né dans la langue française, ce qui est très frappant, c'est cette espèce d'insécurité linguistique, d'incertitude permanente, de méfiance, qui souvent est compensée par des fanfaronnades. Vous avez des étudiants, par exemple, qui ont une certaine faconde à l'oral, mais quand vous lisez leurs écrits, vous êtes assez... il y a un décalage incompréhensible, presque. Ça peut être incompréhensible, et puis surtout, ce qui me frappe, c'est que c'est un langage extrêmement rudimentaire, très peu articulé, très peu conceptualisé, hein, presque infantile. Moi qui ai enseigné au collège, il m'est arrivé de me dire qu'au fond je lisais des copies de quatrième. Donc, donc la diversité des origines et des langues n'est pas en soi un obstacle, à condition qu'on introduise ces nouveaux arrivants dans la langue française et qu'on fabrique du commun à partir de leur propre expérience linguistique. Mais là, vous parliez justement de différences et de gènes. Oui. Mais ça peut presque être les premiers symptômes d'une exclusion sociale. Ah ben, ça certainement. Parce que la langue n'a jamais cessé d'être un facteur de discrimination sociale, contrairement à ce qu'on a voulu faire penser. Et c'est tellement vrai que dans les années 70, au moment de la massification, si vous voulez, de l'enseignement, que je ne confonds pas avec la démocratisation, on a survalorisé les mathématiques, l'enseignement des mathématiques,
au détriment de ce qu'on appelait encore à l'époque les humanités, parce que justement, on considérait que la langue était un facteur de discrimination qui devenait insupportable en démocratie, et que la neutralité apparente, en tout cas, des mathématiques, du langage mathématique, qui n'engage pas d'émotion. Hein, quand vous résolvez une équation, vous n'êtes pas aux prises avec le langage humain. Alors, s'il y a bien un lieu où tout le monde est à égalité, c'est les réseaux sociaux. Et avant que vous me disiez tout le bien que vous en pensez, je voudrais vous montrer un dispositif d'apprentissage de l'orthographe qui pourrait, comme je le disais au début de l'émission, joindre l'utile à l'agréable. C'est la Twictée. On regarde. Comme vous le savez aujourd'hui, nous allons faire une Twictée Express. La classe avec laquelle nous allons correspondre aujourd'hui et demain, ce sont les les CM2C. Avant les vacances, nous faisons une dernière dictée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une dictée un peu particulière, 140 signes au maximum, car après avoir écrit leur texte sur des cahiers, les enfants vont le soumettre à la correction d'une autre classe via un compte Twitter. Mais attention, avant d'envoyer leur texte, il faut d'abord négocier. Négocier, ça veut dire on va tous se mettre d'accord en groupe pour que la phrase elle soit correcte et qu'on puisse l'écrire sur l'ordinateur pour l'envoyer à la classe. Les dictées négociées sont envoyées en message privé via le compte Twitter de la classe, direction l'école Miroir de Chevry-Cossigny, dans le département voisin. Cette fois, les élèves ont pour mission de jouer les correcteurs à coups de hashtag sur les ardoises numériques, un rôle très apprécié. C'est plus marrant, on écrit sur des tablettes, on travaille en groupe. Une fois les corrections faites, les élèves rédigent des tweeties, sorte de micro-leçons d'orthographe, toujours en 140 signes maximum. L'avantage, c'est que c'est immédiat. Quand on envoie, très souvent, ils voient qu'il y a une réponse, les élèves voient la réponse des autres. Donc c'est vraiment le côté immédiat, peut-être plus immédiat que le mail. Ils savent aussi qu'ils sont lus par tout le monde. Tous les gens qui les suivent les lisent. Donc il y a vraiment aussi cette notion, on ne fait pas d'erreur quand on écrit sur Twitter. Une soixantaine de classes pratiquent déjà la Twictée, en France mais aussi au Canada et au Togo. Et selon les enseignants, les progrès sont déjà perceptibles. Alors, que pensez-vous de ce genre d'initiative ? Écoutez, déjà, j'aimerais savoir ce qu'il veut dire quand il parle de progrès perceptible. Ça aurait été intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce reportage. Mais déjà, il y a une chose que je trouve gênante, c'est cette idée de négociation. On négocie le tweet. Mais c'est un mésusage de la langue qui est déjà problématique. Car la langue ne se négocie pas. La langue comporte des règles que l'on applique. On ne négocie rien du tout. Hein. Donc ça fait partie de ces approximations pédagogiques que j'ai bien connues passer un temps. Hein. Plutôt que de dire poser une question, on disait il faut créer une situation problème, par exemple. Bon. Et puis, le recours au numérique, moi, je ne le condamne pas a priori. Mais je crois qu'il y a au moins deux choses qu'il faut dire ici. C'est l'abandon de l'écriture à la main. Et ça, je crois que c'est un point très important que de continuer à demander aux apprenants, comme on dit dans le langage pédagogique, hein, à écrire à la main. Bon. Et puis, la médiation de l'écran, beaucoup d'expériences prouvent que c'est assez problématique. Si vous permettez, je vous raconte juste, après vous en ferez ce que vous voudrez, mais une expérience qui a été faite en Chine. Ils ont pris un groupe d'enfants à peu près de cet âge-là, et une personne était en chair et en os devant ses enfants à leur raconter une histoire, mobilisant évidemment un certain nombre de concepts et désignant les objets dans la pièce par le nom chinois qui correspondait. Bon. Et l'exercice a été renouvelé plusieurs fois, et au bout de quelques semaines, les petits Chinois avaient déjà acquis une compétence linguistique au niveau de la prononciation, de la reconnaissance des objets et de leur dénomination, qui était évidente. L'expérience a consisté à faire la même chose, sauf que la conteuse était derrière un écran.
Donc elle faisait le même récit en désignant les mêmes objets qui étaient vus sur l'écran par les enfants. Les enfants n'ont strictement rien appris. Ils ne savaient rien. Alors ça interroge quand même. Mais c'est quoi? C'est la présence qui fait qu'ils ont une obligation d'écoute et que quand ils sont derrière un écran, en fait, ils font ce qu'ils veulent? Non, c'est pas qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est que l'apprentissage de la langue, encore une fois, n'est pas affaire d'instrumentalité ou de technique. L'apprentissage de la langue, elle se fait dans des relations interpersonnelles. On se gargarise du lien social, etc. Il faudrait quand même comprendre ce que ça signifie et sur quoi il repose. Et il ne repose pas sur des réseaux numériques. Il repose en particulier sur ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appelait dans la philosophie, un espace qualifié et un temps partagé, avec une parole adressée en face à face. C'est basique, c'est rudimentaire, mais c'est ça qui permet à l'enfant de s'approprier, d'intérioriser le langage. Et le langage n'est pas quelque chose que l'on s'approprie comme on s'approprie le maniement d'un violon ou d'un crayon, etc. etc. Madame Vielle, j'entends ce que vous êtes en train de dire et autant dire que j'adhère à ce que vous êtes en train de dire, mais c'est de la théorie non. À mettre en pratique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est encore audible maintenant pour les jeunes de maintenant? Est-ce que les enseignants dans les maternelles, dans les écoles primaires ont le temps pour faire pour transmettre ce que vous êtes en train de nous expliquer? Est-ce que on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est en train de disparaître? Je vais peut-être vous faire bondir et je vous horrifie en disant ça, mais la réalité, elle est tout autre actuellement. Vous luttez contre, mais comment faire? Oui, parce que notre métier consiste à résister. Mais je pense que si vous voulez, il est vrai que en primaire, le problème en primaire, c'est que les programmes sont absolument gigantesques, monstrueux, et qu'il faudrait tout apprendre et tout faire. Mais vous voyez, une des vertus de la crise actuelle et du fait que nous sommes confinés chez nous, etc., a la vertu de faire redécouvrir aux étudiants, aux parents, aux élèves et aux enseignants que la mise en présence des personnes est absolument fondamentale. Et pourquoi est-ce que les étudiants réclament à corps et à cri de revenir? Oui, mais vous avez vu à quel prix? Mais pour l'instant, c'est pas possible. Oui. Et donc, la voie numérique est une solution provisoire, faute de mieux. Mais là, nous prenons conscience de ce que peut être la faillite d'une éducation si elle est uniquement médiatisée par des réseaux sociaux et le numérique. C'est une évidence. Alors, là, maintenant, on parlait de la langue, en l'occurrence de la langue française, mais la langue française ne se parle pas qu'en France, vous le savez. Ce que je vous propose, c'est d'aller au Bénin. On va aller voir un sujet pas très long, où on est allé rencontrer, par l'intermédiaire de notre correspondant Kevin Sonsi, on est allé voir des étudiants et il leur a demandé leur pratique des réseaux sociaux, leurs préférences. Le mieux, c'est qu'on regarde. La lecture joue un rôle important dans la formation de l'homme, car elle permet d'apprendre à écrire, à échanger. Mieux, permet d'améliorer le niveau intellectuel. Et quand on parle de lecture, on fait automatiquement allusion aux livres. Mais force est de constater que les jeunes écrivent et lisent plus sur les smartphones et sur les réseaux sociaux que dans les livres. Suivons quelques explications données par les étudiants d'Abomey-Calavi. Moi, j'aime lire et écrire sur les smartphones et sur les réseaux sociaux parce que c'est plus accessible et plus léger. Par exemple, si vous avez 3 tomes du même livre à lire, par exemple, sur smartphone, je pense que c'est plus rapide. Ça vous donne envie de continuer à lire. Bon, j'aime lire et écrire sur les smartphones parce que ça donne plus envie de le faire que de lire dans un document. Pour moi, c'est ça. J'aime pas lire parce qu'aujourd'hui, on est plus câblé sur les multimédias que les livres et c'est normal. Donc c'est ce qu'on vit, on fait avec. Je lis sur les deux, que ce soit dans les smartphones comme dans les livres, je lis les deux. Mais j'ai plus une préférence pour les livres en papier que les livres sur smartphone. Je télécharge les livres pour lire parce que je n'ai pas assez de livres, c'est pas les bibliothèques et autres.
j'y vais pas trop, donc je profite pour lire sur mon smartphone. D'autres, bien qu'étant usagers des smartphones, préfèrent quand même lire la version papier que le numérique. Sur les smartphones et les réseaux, bon, c'est plus moyen, je dirais. Je ne suis pas trop active sur les réseaux. Je préfère lire des livres parce que c'est plus instructif. Lire joue un rôle important car non seulement elle permet l'ouverture d'esprit, mais la culture générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de choses dans ce sujet. Il y a l'accès à la connaissance, aux livres. Alors, effectivement, au Bénin, il y a peut-être moins de bibliothèques ou d'offres que l'on en a à Paris ou même ailleurs. Il y a aussi la facilité de pouvoir lire apparemment plus facilement sur un smartphone que de prendre 3 tomes. Vous entendez, vous le comprenez ce qu'ils disent ou ça vous gêne un peu? Ça dépend. D'abord, ils disent des choses très différentes. Ce qui aurait été intéressant, c'est de leur demander de pousser un peu plus l'explication de leurs préférences. La prochaine fois, quand je vous inviterai. Vous savez, le rapport au livre papier, il est complexe. C'est pas une fois de plus, on n'est pas uniquement dans le matériel, on est dans l'éminemment symbolique. Et le fait de ne pas approcher les livres, ça peut être le fait d'une pénurie, en effet. Mais je me souviendrai toujours de certains de mes petits collégiens qui ne fréquentaient absolument pas ce qu'on appelait le CDI. Mais pourquoi? Parce qu'ils disaient que les livres, ce n'était pas pour eux. Donc parce qu'il y avait eu un sentiment d'indignité. Alors peut-être que le support numérique permet à certains d'oser aller vers le livre, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait en bibliothèque. Après, se pose le problème de savoir ce que signifie lire. Parce que la lecture n'est pas un simple déchiffrement et une simple consommation de lignes écrites. Hein, ça aussi, il faut y songer. Lire n'est pas un acte, une fonction naturelle, hein, comme respirer ou avoir, je sais pas, le nez qui coule. Hein, c'est pas du tout ça. La lecture est un acte de toute sa personne, et pas uniquement un acte intellectuel. Hein. Donc, s'il s'agit simplement de dire j'ai parcouru les 300 pages qui sont sur mon écran, bon, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ça, lire? Mais oui, mais ça, c'est l'éducation, ça. Bah oui. Voilà. Et oui. Donc on revient toujours au même problème, on revient à l'apprentissage dès le départ. Donc l'école. Bien sûr, l'apprentissage est déterminant, mais vous savez, c'est compliqué, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais cette insécurité dont je parle, elle n'est pas simplement le fait de la faillite d'un certain type d'apprentissage. Parce que, si vous voulez, le fait que les étudiants aient un niveau linguistique de 4e n'est pas le signe de leur inintelligence. Hein. De même que le maniement de certains temps, l'incapacité, par exemple, de discriminer le conditionnel et le futur, c'est pas non plus une faute d'intelligence, mais il faut voir la faillite de l'enseignement de la grammaire et de l'exigence de la correction de la langue dans l'enseignement. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a une circulaire gouvernementale qui vient de sortir et qui interdit dans l'enseignement l'emploi du point-virgule, car ça peut être interprété comme quelque chose de pompeux ou de méprisant. Vous voyez? Ah oui, non mais Madame Vielle, je vous écouterai pendant des heures parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Alors, en général, je pose toujours la même question. Comment envisagez-vous l'avenir? Mais bon, a priori, je crains votre réponse. Comment vous voyez l'avenir? Non, mais je pense que, si vous voulez, il ne faut pas oublier, hein, le présentisme ambiant fait que nous sommes très, très myopes. Mais nous sommes dans une crise. Une crise de la langue, mais l'histoire de la langue est de toute façon tumultueuse. Hein. Donc il faut aussi reconsidérer les choses en perspective et en diachronie. Donc je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je vois le constat actuel qui évidemment n'est pas fameux, mais je table sur le fait que la pensée c'est résister et qu'il y a des choses à faire. Hein. Et pour redonner le goût de la lecture,
pour redonner le goût du jeu, parce qu'on aurait pu parler de ça aussi, parce que tout ça est corrélatif. Ils ne savent même plus jouer. Ouais. Hein? Il y a une espèce de satiété, de réplétion qui fait qu'on leur donne tout, et il faudrait leur réapprendre à jouer à partir de choses qui ne sont pas constituées pour le jeu. Par exemple, des bâtons, pour faire une cabane, enfin, que sais-je. Hein? Ils ne savent plus jouer, de même qu'ils ne savent plus lire. Et une des choses que j'aimerais bien, que je disais souvent aux parents d'élèves, racontez-leur des histoires. Ouais. Beaucoup de nos élèves sont des enfants sans histoire. On les a mis devant la télévision, devant des dessins animés, devant des programmes pour enfants, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas eu quelqu'un, l'enseignant, le parent, que sais-je, qui leur ont raconté des histoires. Véronique Viel, merci beaucoup. Je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive au terme de l'émission. Je rappelle votre ouvrage « Usage du monde et liberté à l'âge classique » aux éditions Honoré Champion. Je vous remercie véritablement d'avoir accepté notre invitation. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau sur cette si belle langue qu'est le français. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour une nouvelle édition de TLS+. En attendant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.